Bon, pas besoin d'être un génie militaire pour savoir qu'encercler l'adversaire, ça a avantage. Mais il ne faut pas croire non plus que l'encerclement tactique a les mêmes effets que l'encerclement stratégique. Dans un cas, on se fait taper dans le dos, Eh dans l'autre, on n'a juste plus accès au monde extérieur. Y a quelqu'un? Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur l'aspect géométrique des manœuvres napoléoniennes. Maintenant que nous avons vu les corps d'armée, nous allons pouvoir parler de la manœuvre sur les arrières. Et histoire de bien vous perdre, on va revenir en arrière par rapport à la vidéo précédente. Car ici, c'est avec la campagne d'Ulm 1805 que nous allons illustrer le propos, et celle-ci est la victoire stratégique par excellence. Et celle-ci est la première de la guerre de la Troisième Coalition. Le traité d'Amiens, signé en 1802, avait su consacrer une paix européenne à peu près stable. Mais Napoléon a une influence très forte dans l'Allemagne de l'Ouest, le nord de l'Italie et la Suisse. Du coup, il en profite pour donner des gages à la Prusse, histoire d'isoler l'Autriche et la Russie, et en profite pour annexer quelques territoires et fonder des républiques sœurs. Piémont, Valois, Parme ou Plaisance tombent dans l'influence française. Les provinces unies deviennent la République batave, tandis que Napoléon réduit l'influence des Autrichiens dans le Saint-Empire grâce à une alliance forte avec la Bavière, Wurtemberg et Bade. En 1804, il se fait couronner empereur. En 1805, il se fait couronner roi d'Italie. Parce qu'il peut. Mais avec le Royaume-Uni, toujours en guerre commerciale et maritime avec la France, il se forme petit à petit une troisième coalition. Napoléon menaçant d'une invasion de la Grande-Bretagne, les Anglais essaient de faire une diversion continentale. Ils redoublent donc d'efforts financiers et diplomatiques. Si la Russie est facile à convaincre, l'Autriche est réticente, mais la création du Royaume d'Italie et l'annexion de la République ligurienne lui font prendre les devants. S'y ajoutent la Suède et le Royaume de Naples. La grande inconnue, c'est la Prusse. Après d'âpres négociations diplomatiques, Napoléon obtient sa neutralité fragile en lui offrant le Hanovre, ancienne propriété britannique. Le 23 août 1805, la Troisième Coalition déclare la guerre à Napoléon. Ce dernier, qui a entre 180 et 200 000 hommes à Boulogne, doit abandonner son projet d'invasion de la Grande-Bretagne et frapper vite et fort sur le continent. Déjà pour prendre de vitesse les Russes, et puis pour empêcher les Prussiens de penser à la trahison, ces derniers ayant déjà commencé à rassembler leur armée juste au cas où. En à peine un mois, il amène sa grande armée sur le Rhin entre Mannheim et Strasbourg. De leur côté, les coalisés ont bien bougé. Hanovre et Naples sont mis sous pression, tandis que les Autrichiens envoient 140 000 hommes dans le nord de l'Italie et envahissent la Bavière, où les Russes doivent les rejoindre. Un peu traumatisés par les deux campagnes d'Italie de Bonaparte, les Autrichiens s'attendent à une attaque de ce côté. Mais la réalité est tout autre. Masséna garde le royaume d'Italie avec 50 000 hommes, mais c'est la Grande Armée récemment créée qui doit déferler sur l'Allemagne. La Grande Armée, c'est 200 000 hommes répartis en 7 corps d'armée surnommés les 7 torrents. C'est la grande première des corps d'armée. Le général autrichien Mack, à la tête de 80 000 hommes, cherche plus à bloquer la forêt noire. Il a envahi la Bavière, alliée de la France, dont les troupes n'ont pu résister, et il se place en position défensive. Il se positionne donc à Ulm, et c'est là que nous devons observer le théâtre et remarquer un joli quadrilatère stratégique. Ulm est une position haute en Bavière qui surplombe le Danube. En ne tenant que ce point, Mack se met dans une position délicate. À l'ouest, les Français sont sur le Rhin, leur faisant très facilement tenir la ligne Francfort-Basel. Au nord, à Würzburg, les Bavarois alliés des Français ont bonne position. Le sud, quant à lui, voit les Alpes bloquer le théâtre d'opération. Autrement dit, les Autrichiens ont un réel contrôle de leur ligne d'approvisionnement qu'à l'est grâce au Danube. Dangereux ça. Certes, les Russes de Kutuzov arrivent, mais ils sont bien trop loin et totalement inconscients que les Français sont déjà sur le Rhin. Ulm est donc au centre d'un quadrilatère stratégique très à l'avantage des Français. Et c'est là que nous devons parler de la manœuvre sur les arrières de Napoléon. Le principe est très simple en soi. Encercler l'adversaire. Mais il faut, comme d'habitude, le faire avec une certaine intelligence.
La manœuvre sur les arrières n'est pas un encerclement qui cherche le combat, mais plus l'isolement d'une armée. C'est donc un coup stratégique. Dans le cas d'un quadrilatère stratégique mal maîtrisé par l'adversaire, le but est de le couper de ses lignes d'approvisionnement, puis de l'étouffer en réduisant petit à petit son champ d'action, tout en interdisant l'arrivée de renforts ennemis. Bien entendu, il faut faire en sorte de fermer l'encerclement discrètement. Et pour ça, les corps d'armée, c'est parfait. En effet, ici, les conditions sont toutes rassemblées. Si Napoléon arrive à bloquer le Danube plus en aval, les Autrichiens seront au centre d'un quadrilatère complètement maîtrisé par les Français. Par un énorme mouvement tournant, 5 corps d'armée déferlent sur Donauwörth et Günzburg, tandis que 2 autres corps d'armée font écran devant Mack, lui laissant croire à une attaque de front le long du Danube. En à peine 15 jours, les troupes françaises passent du Rhin au Danube par le nord et se retrouvent à l'est de Mack. Les quelques troupes défensives à Donauwörth ne peuvent rien faire et les Français rejoignent sans problème Munich. Et le 9 octobre, les Autrichiens sont enfermés. Mack s'en rend compte trop tard. 15 000 Autrichiens sont repoussés et 3 corps d'armée sont envoyés en couverture face à l'est pour interdire les renforts russes. Un autre garde le nord d'Ulm, 2 convergent par l'est le long du Danube et le dernier est envoyé par le sud. Ici, Napoléon cherche à réduire son quadrilatère stratégique, le reste du monde étant couvert. Le sud par les Alpes, l'ouest par la France, le nord par la Bavière et l'est par ses 3 corps d'armée. Il peut refermer ses pinces sur les 55 000 hommes restés à Ulm. Le quadrilatère est alors Ulm, Donauwörth, Augsbourg et Meiningen. Les derniers mouvements ont fermé le sud et l'est, reste le nord. Mack cherche à casser l'encerclement à Elchingen le 14 octobre, où le corps de Ney le reçoit. La présence du corps de Lannes au sud-est empêche les Autrichiens de tenter le moindre débordement, et ils sont repoussés. Quelques 4000 hommes arrivent bien à s'échapper, mais la réserve de cavalerie de Murat finit par les rattraper et les fait prisonniers. Le piège se referme. Avec sa défaite à Elchingen, Mack est complètement acculé à Ulm. Il n'a plus que 40 000 hommes, là où Napoléon a fait converger 3 corps d'armée pour concentrer 80 000 hommes. L'assaut serait coûteux, mais Mack n'a plus de provisions. S'il espère que les Russes arriveront en renfort, il déchante rapidement. Du 15 au 20 octobre, Napoléon le presse sans engager de troupes. Le 20, Mack se rend. Et là, on est dans la leçon ultime de vaincre sans combattre. Cette reddition offre à Napoléon 25 000 prisonniers, 18 généraux et 60 canons, le tout pour seulement 500 pertes et 1000 blessés. Et ça, c'est que pour Ulm. Oui, parce que pendant toute sa manœuvre, Napoléon a vu un certain nombre de petits affrontements qui font que, sur les 80 000 hommes de l'armée de Bavière, il en a mis 60 000 hors combat. Autant dire que l'armée de Bavière n'est plus, et ce, en à peine un mois, et quasiment sans perte. Et Ulm tombe vraiment à pic pour l'empereur, puisque 5 jours avant, c'est Trafalgar qui l'avait privé de toute sa flotte, et la Prusse qui s'est mise à croire en la troisième coalition. Et ça aurait vraiment pas été le moment. Grâce à Ulm, Napoléon force les Autrichiens à replier sur Vienne leur armée d'Italie, réduisant ainsi la pression sur ce théâtre. Donc rien n'est terminé, d'autant plus que Russes et Autrichiens, après quelques mésaventures, parviennent à se rejoindre. Mais nous allons devoir nous arrêter là parce que si nous continuons, nous allons directement sur Austerlitz. Et ça, c'est vraiment une autre histoire. Retenez ici que la manœuvre sur les arrières est une manœuvre stratégique fétiche de Napoléon, qui a l'intérêt, contrairement à l'encerclement tactique, de réduire les combats au minimum. Mais les conditions de son emploi et de son exécution sont nombreuses. Un quadrilatère stratégique maîtrisé, une capacité manœuvrière forte, Corps d'armée, yeah! une discrétion ou un écran efficace, une bonne connaissance du terrain et un ennemi un peu attentiste. Bon, c'est pas une évidence, quoi. Ce qu'il faut bien voir ici, c'est que la manœuvre d'Ulm est une première mondiale, car stratégiquement menée contre une armée mobile et dans un contexte hostile. Ouais, l'arrivée des 80 000 Russes, c'était quand même une petite course contre la montre. Par sa vitesse d'exécution, la compétence de ses généraux et son organisation, la Grande Armée parvient à conserver une compréhension du théâtre extraordinaire. Le mouvement est encore étudié aujourd'hui et se retrouve dans le plan Schlieffen ou la campagne de France 1940. Son aspect géométrique quasi mécanique a fasciné, et c'est Jomini qui, après les guerres napoléoniennes, en tirera les aspects les plus prégnants. Une leçon dans tous les sens du terme. Et voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. En attendant, moi je vous souhaite une bonne journée et je vous remercie de m'avoir écouté.